C'est comme ça, par cela que je suis venu à l'écriture et l'écriture m'a sauvé. Et donc, voilà, j'ai un rapport très... L'écriture, c'est une bonne part de ma vie qui m'a permis de survivre. Là, si je peux me présenter comme ça. Très bien. Donc, nous allons commencer par Ismaël Suleiman. Qu'est-ce que tu veux dire à notre invité par rapport à la thématique? Il faut que tu débloques ton son parce qu'il est verrouillé. Ah oui, excusez-moi, c'était verrouillé. Il fallait le fermer, comme ça on pourrait bien s'entendre. Bonjour, Monsieur Ndiaye. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'échanger avec les membres du groupe Perspective Afrique. Donc là, nous allons vous poser quelques questions et j'espère que vous nous parlerez de votre parcours en même temps, parce que être écrivain engagé, ce n'est pas du tout facile. Donc là, comme l'âme l'a dit, le thème du sujet, c'est l'engagement dans la littérature africaine d'expression française. Monsieur Ndiaye, quand on vous dit littérature africaine d'expression française et littérature engagée, tout court, est-ce que cela change quelque chose pour vous? Non, mais je pense que c'est l'histoire même qui a conditionné en grande partie l'écriture africaine. Donc, je pense que nos aînés, ils ont été contraints par les circonstances et un environnement particulier de domination d'utiliser l'écriture comme arme d'expression, comme aussi un moyen de lutte. Je pense qu'il suffit de lire les premiers textes de la littérature africaine, on se rend compte que ces textes sont marqués par le souci du collectif, de la libération de l'Afrique. C'était un courant assez commun. Maintenant, je pense que la littérature africaine a évolué et qu'il y a une nouvelle jeunesse qui n'est pas nécessairement engagée. Aussi, je pense qu'il faut faire la différence. On peut être écrivain engagé, mais on peut être aussi, parce qu'on peut s'engager sans que son écriture soit engagée. Je pense qu'il faut faire aussi la nuance, parce que certains textes, je pense de Césaire et l'époque de Senghor, et tout ça, c'était frappant l'engagement de ces écrivains-là. Mais on peut aussi écrire autre chose et être engagé de côté. Bon, je pense qu'il faut faire la différence entre les deux notions. On peut être engagé, mais sans avoir nécessairement une écriture engagée. On peut avoir une écriture engagée et être engagé en même temps. Donc, c'est cette nuance. Mais c'est très commun au début de la littérature africaine parce que c'était les circonstances qui poussaient les gens à passer par l'écriture pour exprimer leurs souffrances, les injustices qu'ils subissaient. D'accord, merci beaucoup de cette introduction. Est-ce que vous pensez qu'un écrivain engagé doit forcément être engagé sur le terrain, donc être engagé de par son comportement, ses propos, sa façon de vivre? Parce que là, tout à l'heure, vous avez donné le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut être engagé sans avoir une écriture engagée, mais est-ce que quand on a une écriture engagée, on doit forcément, pour des soucis d'adéquation, donc de conformité entre le discours et les actes, l'écrivain engagé doit forcément aussi s'impliquer et s'engager dans la société. Mais je pense qu'à partir du moment, et ça, il suffit peut-être de revenir un peu sur l'histoire et surtout en Europe. Comment la Révolution française est née? Et même peut-être la Révolution américaine, c'est parce qu'il y a des gens qui ont bouleversé la pensée. Ils étaient engagés, ne serait-ce pas par l'écrit, ils ont eu une influence sur les sociétés et même participé aux mutations sociales les plus importantes de l'histoire de l'humanité sans que nécessairement ils soient sur le terrain, mais leurs idées ont agi. Donc l'engagement, on peut être engagé seulement par l'écriture et ne pas nécessairement être dans les manifestations ou autres, mais son écriture, on essaie de transformer les mentalités. Et je pense qu'une des meilleures façons de transformer les sociétés, c'est de changer aussi les mentalités. Suleiman, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, je vais passer à la question suivante que notre invité a bien expliqué. Donc là, comme il a dit, l'engagement, l'écriture a une histoire en Afrique. Donc nous savons que c'est le fruit de la colonisation, si nous parlons français, si nous écrivons en français. J'aimerais poser à M. Ndiaye la question suivante.
quelles ont été les formes d'engagement de la littérature africaine d'expression française dans la lutte pour les indépendances? Oui, mais d'abord, ils ont commencé à dénoncer. Les premiers textes qui dénoncent les injustices qui sont subies, les erreurs qui sont faites dans un certain nombre de pays, par-ci et par-là, les conditions que vivent les indigènes, etc. Donc, ils ont permis au monde de prendre conscience de la situation des colonisés. Et ce qui fait qu'il y a même des écrivains occidentaux qui ont pris, qui ont soutenu les écrivains africains de ces années-là. C'est grâce à leur écriture qu'ils ont fait comprendre à l'humanité entière quelle était leur situation. Donc, ce qui a fait qu'ils ont pu avoir des soutiens, surtout la période des Chahanda, des Senghor et tout ça. Ils ont été soutenus par des gens comme Michel Reuis et même des gens comme Jean-Paul Sartre, etc. Mais c'est grâce à leur écriture Césaire aussi, donc voilà. Alors, est-ce que vous vous considérez comme un écrivain engagé? En tout cas, je suis un être engagé. Après, parce que mon écriture est assez complexe. Quand je sors le Afrique aimée, terre de mes peines, c'est clair que je suis engagé dans ce texte. Mais dans mon roman que vous connaissez aussi, Serengeti à l'ombre du mal, je dénonce des choses, mais en même temps aussi, je parle de mon errance, de mes questionnements sur le sens de la vie. Donc, il y a un mélange assez complexe. Bon, vous me connaissez en tant qu'individu, j'ai été largement engagé sur les causes mauritaniennes, africaines, etc. Dans la pratique même. Je pense que j'ai commencé à être engagé avant d'écrire. L'écriture, c'était d'abord un moyen de survie parce que mes tourments, il fallait que je les extirpe et l'écriture m'aidait dans ça. Et dans ça, nécessairement, c'est ressorti ce qui me faisait souffrir, mes douleurs, etc. Est-ce que je suis engagé ou pas? En tout cas, je suis sensible au collectif. Et j'essaye par mes écrits d'exprimer des choses qui me font mal par rapport à cela. J'agis aussi sur le terrain. J'ai été un peu partout pendant des années, un militant que, en tout cas, beaucoup d'entre vous, surtout les anciens qui me connaissent. Bon, ces dernières années, je pense que je prends un peu de recul parce que je pense qu'on perd beaucoup de temps sur des choses qui sont futiles. Et donc, mon engagement, il est beaucoup ces derniers temps social. Donc, ça, vous le savez aussi. Oui, oui, effectivement. Donc, nous, on a des questions qui ont été envoyées par des personnes qui sont autour de nous. Donc, face à l'instabilité sociopolitique en Afrique, quel rôle et contribution de la littérature pour une Afrique apaisée? Ah oui, d'accord. Mais je pense que ce qui est malheureux, c'est que, et c'est ça qui me fait un peu mal des fois, qui est un peu triste. Par exemple, je rencontre des gens, des jeunes Guinéens, hein, peut-être plus jeunes que vous ou de votre âge. Je leur demande, est-ce que vous connaissez Thierno Moné Nimbo? Ils ne sont pas au courant. Je me dis, mais Thierno, avec tout le travail qu'il fait, avec tous ses engagements, etc., comment se fait-il que des jeunes Guinéens ne connaissent même pas Thierno Moné Nimbo? Quelqu'un qui est connu mondialement, qui a enseigné un peu partout, voilà, et comment se fait-il que les jeunes ne le connaissent pas? Mais je pense qu'il y a un problème. Contrairement à notre génération, nous, on avait accès à la littérature africaine. Il y a beaucoup d'Africains qui écrivent aujourd'hui, mais malheureusement, cette jeunesse, elle n'a pas accès à cette écriture. Et ça me fait mal parce que moi, je connais beaucoup d'écrivains africains et je sais qu'ils sont vraiment engagés, qu'ils veulent faire changer les choses. Mais un des combats, c'est comment faire accéder cette pensée à la jeunesse africaine parce que nos systèmes éducatifs sont complètement dégradés et ils font tout pour qu'une pensée émancipatrice ne passe pas. Heureusement, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Moi, j'ai un des éditeurs avec qui je travaille. Il fait aussi, quand il publie sur papier, il publie aussi en numérique à des prix vraiment dérisoires, quoi. Je pense c'était CFA, c'était pas grand-chose du tout. Ce qui permet aux jeunes qui veulent s'ouvrir à quelque chose d'y accéder. Là, il faut réfléchir peut-être comment nous pouvons travailler pour que le travail que nous faisons vienne aux nouvelles générations. À un moment donné, il y avait un des amis qui organisait le festival itinérant, le festival international de la poésie en Afrique. Je pense que c'était ça le titre. On allait en Afrique et j'ai vu l'attente de la jeunesse. Mais ça, je pense qu'on ne peut pas tout faire. Être écrivain, chercher des structures, chercher des financements pour pouvoir accéder. C'est un peu compliqué maintenant. Je pense qu'il faut réfléchir sur comment on peut faire à ce que tout ce travail qui est fait de dénonciation, de conscientisation arrive à la jeunesse. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on peut écrire sur Internet et c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui, quoi. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'écrivains africains qui ne sont
pas connus et qui le méritent. Hein. Mais moi, j'en connais personnellement. Souvent, ce qui est malheureux aussi, c'est que souvent, on connaît d'écrivains africains que ceux mis en valeur par les médias occidentaux. J'étais en Guyane pour une conférence, je disais que c'est très bizarre. Souvent, même les Africains ou les Antillais, ils ne connaissent des écrivains que ceux qui sont médiatisés, alors qu'il y a des gens qui écrivent. Et en ce moment, Tcherno n'était pas très connu d'ailleurs. Et j'ai donné l'exemple de Tcherno Numbo, que j'aime beaucoup parce que je le connais personnellement, c'est un grand frère à moi. Et voilà, j'étais un peu triste quoi, de voir cette réalité. Je vais laisser la parole du coup à Souleymane pour sa question. Oui, Monsieur Ndiagne, selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité de l'engagement littéraire africain par rapport aux autres formes d'engagement? Quelle autre forme d'engagement littéraire ou aux autres écrivains? Je ne sais pas très bien. Ou aux autres formes d'engagement entre Biram et un écrivain, c'est ça que je comprends. Bon, je pense que comme nous sommes là pour parler de littérature… Non, mais c'est ça que je veux dire. Voilà. Est-ce que c'est par rapport à d'autres écrivains d'autres continents ou bien c'est par rapport à l'engagement? C'est ça que je voulais dire. Oui, bon, je vais répéter et être un peu plus précis. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'engagement littéraire des auteurs africains par rapport aux autres écrivains? Oui, puis c'est les préoccupations, parce que les préoccupations ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc après, je pense qu'il y a des similitudes, des fois dans les pays comme l'Amérique latine, dans les pays du tiers-monde, où les mêmes problématiques s'opposent. Je pense qu'un écrivain engagé en France, il n'a pas les mêmes problématiques qu'un écrivain engagé en Afrique, quoi. Le cadre n'est pas le même, le niveau de démocratie n'est pas le même, on n'emprisonne pas comme on veut une personne ici. Le contexte, les choses dont on parle en Afrique ne sont pas nécessairement les mêmes dont on parle en Occident, quoi. Mais l'engagement est aussi par rapport à un environnement. Donc, j'ai expliqué qu'au départ, notre littérature, elle est née dans un environnement par rapport à la colonisation. Donc, tous les textes, là, beaucoup dénonçaient cette situation de colonisés, etc. Aujourd'hui, il y a des auteurs qui dénoncent la gestion de nos pouvoirs, comment ça fonctionne, etc. Donc, c'est l'environnement qui caractérise l'écriture de ces écrivains-là, parce qu'ils puisent leur inspiration de l'environnement dans lequel ils vivent. Après, l'engagement, je pense qu'il dépend de… L'engagement est toujours un engagement, parce qu'au sens où on lutte pour l'émancipation du collectif, après, c'est le contexte, les choses pour lesquelles on lutte qui sont différentes. D'accord, vous avez donc tout à l'heure dit que vous êtes vous-même engagé et que vous avez des textes quand même qui sont engagés, donc vous avez cité un texte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose une question, qui demande est-ce que votre engagement vous a-t-il porté préjudice professionnellement ou personnellement? Non, mais je suis resté 30 ans sans pouvoir retourner chez moi, voilà. Déjà, je n'ai pas vu voilà, ma famille, les gens mourir, mes parents, etc. Voilà. C'est comme ça, mais après, on choisit son chemin. Je ne regrette rien. J'aurais simplement aimé peut-être qu'on ait plus de résultats, parce qu'à un moment donné, je me suis beaucoup investi, j'ai beaucoup travaillé, mais après, vous savez, nos subjectivités qui ne mènent à rien, après, qui m'ont un peu abattu, quoi. Puis c'est comme ça. Mais je ne regrette rien de mes choix. Merci beaucoup de ces réponses. Là, on va passer du coup à une autre question qui a été posée. Alors, donc il y a quelqu'un qui met en exergue le fait que les jeunes aujourd'hui, il dit que les jeunes ont plus accès aux littératures africaines qu'autrefois, sauf qu'ils ont d'autres centres d'intérêt, l'argent, réussir vite, etc. Quand ils vont sur le net, c'est pour aller sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec je ne suis pas sûr, parce que à mon époque, on nous enseignait. Donc, on nous enseignait. Donc, de toute façon, tu n'avais pas de choix. On te l'enseignait. Je pense qu'aujourd'hui, je parle à mes amis camerounais de mon époque, ils connaissent autant les auteurs maghrébins que les auteurs de l'Afrique de l'Ouest, etc. Parce que c'était l'école qui nous inculquait ça. Donc, on n'avait pas de choix. Aujourd'hui, justement, parce qu'il a le choix d'aller vers la facilité ou le difficile, ou les jeunes, en tout cas, dont il parle. Mais chez nous, à mon époque, on nous enseignait cette littérature. Et c'est l'État qui nous fournissait ces ouvrages. Donc, je pense que c'est ça la différence. On n'avait pas de choix, on l'étudiait. Parce que c'était la période postcoloniale, c'était les luttes contre le néocolonialisme, donc il fallait qu'on ait notre identité.
Donc, ça faisait partie des programmes d'enseignement à mon époque. Donc, je n'avais pas le choix. Je devais connaître la littérature africaine. Donc, je pense que c'est ça la différence. Effectivement, merci encore une fois. Aujourd'hui, on constate au niveau, encore une fois, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée récemment, au Burkina Faso, ou même au Mali, il y a des crises politiques, post-électorales, démocratiques, militaires en Afrique. Quel devrait être le rôle du livre africain dans ces événements politiques? Non, mais je pense que c'est très important, le livre africain, pour la conscientisation. Parce que je pense que l'Afrique souffre d'un problème de mentalité. C'est peut-être choquant en le disant qu'autre chose. En même temps, on peut aller très vite, en même temps, on peut s'écrouler. Donc aujourd'hui, le travail que nous devons mener, sous différentes formes, que ce soit l'écriture ou autre chose, c'est d'essayer de participer à une prise de conscience collective pour la prise en main de notre destin. Je pense que l'Afrique souffre surtout, on dit souvent que c'est les dirigeants. Pour moi, les dirigeants, ils résultent d'un environnement. Donc, ce qui est déterminant, c'est le changement des mentalités. Si on arrive à changer les mentalités, on n'aura plus les mêmes dirigeants. Alors, Suleiman, si tu as une question. Le son. Oui, il est bon. Oui, vous avez parlé de problèmes de mentalité en Afrique. Est-ce que vous avez beaucoup écrit sur ces problèmes? Est-ce que vous avez écrit pour un changement de mentalité en Afrique? Et quel sera l'avenir de la littérature d'expression française? Bien évidemment, littérature africaine d'expression française en Afrique pour le changement des mentalités. Tout dépend de comment on va l'organiser et qui va l'organiser. Si on fait de telle sorte qu'on puisse pouvoir… je vous donne un exemple concret. Vous avez vu la situation qui se passe en Guinée actuellement. Il y a un collectif d'écrivains qui ont pris position, je pense qu'ils sont 8, je n'ai pas bonne mémoire, qui ont remonté nouveau, puis ils sont un certain nombre d'écrivains, qui ont pris position, qui ont écrit un article pour faire prendre conscience à la population quelle attitude il faudrait avoir. Ça, c'est une forme d'action. Il y a aussi d'autres formes d'action. Par exemple, c'est d'essayer de toucher les jeunes à travers, comme je vous ai dit, on va en Afrique, et on va dans un pays, on rencontre les jeunes, on discute avec les jeunes, on essaye de leur faire comprendre un certain nombre de problèmes, pourquoi tel problème existe et peut-être qu'est-ce qui serait possible de faire pour changer les choses, etc. Donc, je pense qu'il y a plus… Ce qui est peu probable, c'est que les États eux-mêmes prennent cette initiative pour faire mieux connaître une littérature qui va à l'encontre de leurs intérêts. Donc, moi, je crois que beaucoup, c'est un travail long, mais c'est un travail, bon, société civile, c'est un mot qui est un peu ambigu, mais en tout cas, je préfère les mots acteurs. C'est le travail fait par des acteurs différents, suivant leurs moyens, suivant leur environnement, qui petit à petit essayent de toucher les populations africaines pour changer leur mentalité, pour les faire comprendre que leur destin est entre leurs mains. Donc, si je comprends bien, c'est une question d'éducation, finalement. Mais bien sûr. Peut-être la chose la plus importante pour l'humanité, c'est l'éducation. Moi, je me rappelle un jour, j'étais en Tchécoslovaquie, à un moment donné, je voyageais beaucoup. J'ai rencontré un Canadien, on discutait, je disais, moi, je voyage pour comprendre l'être humain, quoi. Je vais à gauche, à droite, passer par là. Il m'a dit, mais tu sais, les êtres humains, ils sont partout pareils. Ce qui fait la différence, c'est l'éducation. J'ai mis du temps pour vraiment comprendre la dimension de ce qu'il me disait. L'éducation, elle est fondamentale. Regardez, même vous qui êtes né en Afrique, regardez la différence entre nos vies au village il n'y a même pas une quarantaine d'années maintenant. Des fois, moi j'ai l'impression en tout cas que ce n'est pas le milieu dans lequel je suis né. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, on n'a plus eu de repères. Moi, j'ai eu des modèles, j'ai eu des repères, des gens qui m'ont montré le chemin à suivre. Et c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui et j'en suis fier. C'est pourquoi je fais des efforts. Je dis toujours, tout ce que je le fais sans arrière-pensée. Je le fais parce que j'ai un devoir à l'égard des gens qui m'ont permis d'être ce que je suis. Le fait d'avoir des repères, d'avoir des idées qui font que moi, je dois marcher sur tel chemin, elles sont fondamentales pour tous les peuples. Et je pense que le grand problème, d'ailleurs, j'en parle, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai un essai en préparation, j'en parle longuement. C'est ce que j'appelle la rupture d'historicité. Est-ce que vous pouvez profiter pour en développer du coup par rapport à votre futur essai? Non, parce que ce que j'explique,
l'Afrique est surtout de ce que j'appelle la notion de rupture d'historicité. C'est un concept que je développe largement dans le texte. C'est-à-dire que c'est comme un homme dans une forêt. Il était habitué à un chemin, et bon, après quelques temps d'absence, il revient, le chemin est couvert d'arbres. Il ne sait plus, il est perdu. L'Afrique, à un moment donné, on nous a coupé de notre propre façon de penser, de notre rapport au monde. Et en même temps, on ne nous a pas proposé quelque chose qui nous permet de nous construire par rapport à cette rencontre-là. Ça, c'est d'abord l'histoire coloniale qui l'a développée. Et après, nos dirigeants postcoloniaux sont venus, et sauf certains, d'ailleurs certains comme Cheikh Anta parlaient déjà de la Renaissance africaine, ils avaient posé ces problèmes, ils ne nous ont pas permis de nous redéfinir dans notre rapport au monde, pour que nous puissions maîtriser le chemin que nous voulons prendre. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure des jeunes, moi je compare ça à une situation de chaos, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Le collectif, nous qui sommes nés dans des sociétés où en tout cas la solidarité était fondamentale, peut-être l'Africain aujourd'hui le plus égoïste au monde. Et c'est très étrange. Comment se fait-il des gens, une culture qui a développé, qui a été bâtie sur des siècles sur la base de la solidarité, donne aujourd'hui des gens aussi égoïstes, que ce soit nos intellectuels, que ce soit nos dirigeants, etc., où le sens du collectif est peut-être a presque disparu. Chacun ne cherche sa survie, quitte à détruire l'autre, etc. Je ne vous raconte pas, je pense que vous connaissez mieux que moi cette réalité dont on vit aujourd'hui en Afrique. Il y a un cousin à moi, il m'a dit, il parlait de mon village, il disait avant, ce qui était difficile, c'est d'avoir quelqu'un de méchant dans le village. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Oui, tout à fait. C'est extrêmement intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il y a Phil Winsar, que vous connaissez, hein, Phil Winsar, qui aujourd'hui, dans les ateliers de la pensée qu'il organisait d'ailleurs, parce qu'il est parti aux États-Unis, qu'il organisait à Dakar avec Achille Mbembe, il développait un jour une notion sur la notion de solidarité, le Sénégal, pays de la Teranga. Il disait justement qu'aujourd'hui, l'État sénégalais devrait penser à faire de cette solidarité un système social, donc un système social remboursable. Et ça rejoint évidemment ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et de plus en plus, mais est-ce que ce n'est pas la cause de la mondialisation? Parce qu'on sait que nous, nos sociétés, c'est des sociétés qui sont très, très solidaires de base. Et aujourd'hui, on remarque de plus en plus qu'il y a une certaine individualité qui se développe. Est-ce que ce n'est pas à cause de la mondialisation finalement? Mais la mondialisation, on n'est pas obligé de la subir. La mondialisation, ça dépend. Est-ce qu'il y a un discours qui a été développé pour contrecarrer la mondialisation? C'est ça, c'est pourquoi je parle de l'importance de la pensée dans la structuration des sociétés. S'il y avait aujourd'hui des gens qui pensent la mondialisation et qui essayent de faire de telle sorte que nous pouvions trouver notre place dans la mondialisation, c'est ça le rôle des gens, je dirais lettrés, en tout cas, j'aime pas trop parce que les intellectuels, c'est un peu compliqué, c'est autre chose. Mais en tout cas, notre rôle, nous, en tant que lettrés, c'était d'aider nos sociétés à trouver leur place dans ce monde mondialisé. Et peut-être même, j'irai plus loin, et d'en tirer profit. Pour moi, les sociétés qui vont survivre, c'est celles qui sauront prendre des autres et en même temps prendre de ce qui constitue leur axe central. Et c'est ça qui, moi je suis pas pour l'enfermement, moi je suis quelqu'un qui pense qu'il faut toujours s'ouvrir aux autres, mais pour t'ouvrir à l'autre, il faut toi-même qui es une assise. Et c'est là où il y a un hic. Parce que les générations, c'est-à-dire que ce que je parle, c'est les générations de Senghor et autres, ceux qui ont suivi jusqu'à récemment, Ablaouad et tout ça, c'est un exemple que je donne, mais en tout cas, cette tranche de génération, ils n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas permis à l'Afrique de trouver une identité pour pouvoir se situer par rapport au monde. Je pense que la mondialisation peut être une chance, ça dépend de comment on la vit, ça dépend de comment on l'exploite. Mais si tu n'as pas d'assises, tu ne sais plus qui là où tu veux aller, etc., tu ne peux pas en profiter, tu es perdu. Et souvent, on a tendance d'ailleurs, ce que je remarque, à prendre les bêtises qu'on peut tirer de la mondialisation et les bêtises de chez nous. Au lieu de dire qu'est-ce qu'on a de très bien chez nous, qu'on doit prendre avec nous, et puis prendre chez les autres ce qu'il y a de bien. Moi, j'aime bien la rigueur occidentale, l'organisation, mais j'aime bien aussi cette vie que j'ai vécue au village où on avait le souci de chacun. Voilà. Mais comment mixer tout ça pour trouver une nouvelle identité sans me perdre? On parle de littérature, mais il y a même au début des écrivains qui ont traité la question de la tradition et de la modernité.
Nous, on a appris, quand on était à l'école en littérature, on a beaucoup abordé cette question de la tradition, la conformité entre nos traditions et la modernité. On peut même être moderne dans nos traditions. Mais bien sûr. Et bien sûr, mais je pense qu'un des plus beaux textes que vous connaissez, c'est celui de Cheikh Hamid Khan. Tout à fait. Il y a un questionnement fondamental. Peut-être c'est un des plus grands textes qui a été écrit par la littérature africaine. Mais je pense que malheureusement, ceux qui devaient nous éduquer n'ont pas fait leur travail, et peut-être y compris ma génération aussi. Moi, par exemple, je fais partie de ceux qui pensent que tout est politique. Donc, à partir du moment où on n'a pas de politique publique qui mette en avant la littérature, la culture et l'histoire, on en subit les conséquences et ça bloque un peu l'éducation qu'on devrait avoir, la culture, l'instruction qu'on devrait avoir. Est-ce que vous pensez que les États sont responsables? Les États africains sont les seuls responsables? Peut-être même qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait une mauvaise éducation, parce que c'est la condition de leur survie. Quand ils ont un peuple bien éduqué, il y a peu de chances qu'ils restent au pouvoir. Je vais laisser la parole à mon camarade Suleiman. Merci, Lam. Merci, Monsieur Ndiagne, d'avoir répondu excellemment à nos questions. Vous avez parlé de pensée, ce qui m'intéresse beaucoup. Vous avez parlé de mondialisation et vous avez parlé d'éducation. Donc, par rapport à la pensée, les intellectuels africains, est-ce qu'ils ont joué un véritable rôle pour le changement de la pensée, pour une pensée? Non, mais je pense que le mal, il vient de l'élite africaine. Ça, j'en reste convaincu. Je ne pense pas qu'ils aient fait leur travail. Après, je pense qu'il y a des gens consciencieux qui ont souvent été minoritaires, soit qu'on a emprisonné, soit qu'on a tué. Mais vous regardez le cas de Cheikh Anta, il a été marginal même dans son propre pays pendant des années. D'accord. Cheikh Anta Diop a beaucoup participé à l'émancipation des mentalités. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible pour un jeune Africain de lire Cheikh Anta Diop et de comprendre sa pensée et de vivre sa pensée comme il la voulait? Non, mais je pense qu'il est toujours possible de lire Cheikh Anta, soit sur Internet, au moins il y a beaucoup d'articles sur lui, il y a toujours ces ouvrages qui sont à présence africaine, voilà, il y a différents moyens. Après, je pense que Cheikh Anta a initié une pensée, on ne peut pas s'arrêter à Cheikh Anta. Cette pensée est le début de quelque chose avec ses qualités et ses défauts. Et au contraire, je pense qu'aujourd'hui, que la jeunesse doit reprendre Cheikh Anta, améliorer, faire progresser sa pensée, etc. Il ne faut pas aussi faire de Cheikh Anta un dieu. Il a initié une pensée, une façon de voir les choses. Aujourd'hui, on a beaucoup de données nouvelles, etc. Mais comment continuer ce travail de renaissance africaine? Oui, et ça, je pense que c'est les jeunes qui sont le mieux placés pour le faire, d'ailleurs, à mon avis. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit à mon neveu que je suis très content de voir des jeunes qui font des efforts de penser, qui essaient d'écrire, voilà, parce qu'il faudrait que ça continue, il faut que le travail continue. Surtout nous, les Mauritaniens, on est un pays de désert de la pensée. Tu vas à Dakar, quand même, tu es mieux que quand tu es en Mauritanie où tu es en désert de pensée. Il y a beaucoup de travail. On a besoin d'une nouvelle génération qui pense différemment, qui se pose des questions, qui interroge, qui n'aime pas les pensées faciles, les pensées conventionnelles. Voilà. Et vous avez remarqué que la plupart des gens qui vont à l'école, une fois arrivés au pays, ils renoncent à la pensée. Tout à fait. Voilà. Donc, Tout à fait. Et pour continuer, vous avez parlé de mondialisation. Aujourd'hui, le monde est ce qu'il est. On considère le monde comme un village planétaire. Dans un village, il y a toujours un chef de village et il y a les paysans et autres. Donc, quelle est la place de l'Afrique dans ce village planétaire? L'Afrique ne fait rien pour avoir sa place. On est incapable de nous unir. On n'est que des gens qui sont tirés par le courant mondial. On n'arrive même pas à s'unir. Depuis des années, on nous impose des schémas de pensée, des schémas d'organisation depuis le FMI, etc. Mais c'est parce qu'on n'est pas unis entre nous. On ne peut rien faire. Le monde, l'histoire, c'est une question de rapport de force. Quand je dis rapport de force, il ne faut pas penser nécessairement à la violence. On doit être capable d'être organisé pour défendre ses intérêts. Mais malheureusement, nous, on fait l'inverse. Soit à l'intérieur des pays, on est dans des enjeux ethniques ou des élections truquées. Chaque petit État veut être le centre, voilà, sans comprendre que si on est unis, on est plus fort. On est traîné par l'humanité pour le moment. C'est pas la faute des autres, c'est de notre faute. Tu sais, les Alpulaar disent
Mbiyanma Dongour, Sonate Soud, ou Derwet. Si le rat rentre quelque part, c'est qu'il y a un trou. Donc le trou, c'est nous-mêmes. Hein. Il faut arrêter d'être des victimaires. Là. Si tu ne sais pas défendre tes intérêts, organiser ton unité pour défendre tes intérêts, les autres te bouffent. Mais même les Américains, ils tentent d'écraser les Européens. Ça, c'est la logique de l'histoire, malheureusement. Tout à fait. Là, je vais poser une dernière question. Vous avez parlé de rapport de force. C'est très intéressant parce que en tant qu'intellectuel, quand on vous entend parler, on sait que le rapport de force n'est pas forcément la violence. Donc vous, en tant qu'auteur engagé, parce que Sartre disait, pour être libre, il faut se salir les mains et tester son coefficient d'adversité. Donc se salir les mains pour un auteur engagé, c'est de prendre sa plume au service des opprimés et des vulnérables. Aujourd'hui, vous, M. Ndiaye, est-ce que vous avez pris votre plume pour écrire? Mais déjà écrit, j'en ai déjà parlé. Le soleil s'est couché, l'un des premiers d'ailleurs, le soleil s'est couché sur mon continent. Ne serait-ce que le titre, il parle déjà de, comment on appelle, Afrique aimée, terre de mes peines, le dernier essai que je vais sortir, structuration du pouvoir en Afrique. Voilà. Mais après, j'ai un autre souci dans mon écriture aussi, qui est le souci existentiel. J'ai ce souci-là, mais j'ai un autre souci qui est beaucoup plus philosophique, qui est existentiel. Ça justement, j'allais y venir. Est-ce que vous êtes inspiré par Albert Camus? Je ne suis pas inspiré par Albert Camus, mais c'est mon auteur préféré, je l'ai rencontré. Il y a des auteurs, je ne dirais pas qui m'ont inspiré, mais je les ai rencontrés. Camus, Baudelaire, je les ai rencontrés. Dès que j'ai touché ces textes, j'ai compris. Personne ne m'a expliqué ce qu'il voulait dire, parce que moi-même, je le ressentais. Mais il l'exprime d'une façon tellement merveilleuse. Moi, mon auteur préféré, c'est Camus, ça c'est clair. Baudelaire, Camus, pour moi, ça a été des auteurs qui m'ont marqué, qui restent toujours pour moi les auteurs qui me parlent le plus. Tout à fait, tout à fait. Camus inspire beaucoup de gens d'ailleurs. Moi aussi, j'aime bien beaucoup cet auteur. Mais est-ce que c'est parce qu'il a pris des positions historiques, des positions enfin, il a été beaucoup critiqué quand même, Camus, parce qu'il a pris position hein, par rapport à l'Algérie, etc. Quelle lecture vous faites aussi? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un autre Camus qui va arriver en Afrique? Et qui va inspirer. Non, mais je pense que tout est ouvert parce que, vous savez, je pense que c'est Emmanuel Lévinas qui parle de la contorsion de l'histoire. Parce que des fois, on ne sait jamais comment l'histoire tourne. Des fois, tu t'attends au bien, tu as le pire, et des fois, tu t'attends au mal, tu as le beau. L'Afrique, tout est possible, c'est ouvert. Ça peut être le chaos total, mais ça peut être un génie qui se réveille tout d'un coup. Ça, on ne peut pas le prévoir. L'histoire, qu'est-ce qui aurait pu imaginer qu'un jour, même si on peut dire que la révolution tunisienne n'a pas donné, hein, que la révolution elle viendrait de Tunisie, dans les printemps arabes, un des pays les plus répressifs possibles. On pensait peut-être les Algériens qui crient souvent, etc. Mais voilà, elle explose en Tunisie parce que quelqu'un s'est brûlé un jour. L'histoire ce plan est difficile à prévoir, mais tout est possible en Afrique. L'Afrique peut être un continent qui peut décoller très vite. Parce que les gens, ils ont compris leur erreur. Ça peut aller très vite. Mais regardez, des pays qui étaient peu développés il n'y a pas longtemps, la Corée, etc. Mais parce qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire. Mais nous, ça peut arriver très vite. Il suffit qu'il y ait les circonstances, des acteurs. Après, souvent, c'est très compliqué. On ne sait pas comment se fait le dénouement de l'histoire. Mais tout est ouvert en Afrique. Tout est ouvert. Donc, il ne faut pas... Moi, je suis ni pessimiste ni optimiste. Ça dépendra de ce que nous ferons de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que les écrivains africains doivent davantage s'impliquer en politique, mais dans le vrai sens du mot, pour seulement à l'écrire ou à le concevoir? Oui, non, politique au sens, ça je suis entièrement d'accord, on a un devoir, c'est pas seulement les écrivains, c'est tous ceux qui comprennent les choses, c'est-à-dire la politique au sens participer à la vie de la cité. Ça, je pense, c'est un devoir, parce que nous sommes une minorité par rapport à une masse d'ignorants. Donc, notre devoir, c'est, on a compris des choses, c'est de travailler pour aider à ce que les choses avancent. Quelle que soit la forme, ça peut être de l'humanitaire, ça peut être de l'écriture, mais c'est notre devoir parce que nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés, nous sommes une minorité parmi une masse d'ignorants.
Tout à fait, parce que justement, je reviens sur les ateliers de la pensée qui s'organisaient à Dakar. Achille Mbembe et Phil Sarr étaient souvent présents. Ils invitaient aussi beaucoup d'écrivains, que ce soit français ou autres qui sont engagés. Et un jour, on leur a posé la question que j'ai envie de vous poser. On leur a dit dans le public, quelqu'un leur a dit, que les débats qu'ils mènent sont des débats de haut niveau et que dehors, la maman qui vend des arachides n'est pas tellement concernée par ces questions-là. Comment est-ce qu'aujourd'hui les écrivains doivent faire en sorte que les réflexions de haut niveau qu'ils mènent dans des beaux salons accèdent jusqu'à la maman qui est dans l'informel et qui ne se soucie pas de la pensée? Non, mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'organisation. Il y a des choses, on peut former à différentes échelles. Je pense que quand on organise ce débat, c'est d'abord nous former entre nous. Mais après, on peut trouver d'autres formes d'organisation qui permettent de toucher la base. Moi, j'ai travaillé récemment, en tout cas, des jeunes m'ont envoyé, ils m'ont envoyé des textes de poésie, c'est des jeunes tout petits, donc c'est la base. D'accord? Les mamans, il y a d'autres formes d'organisation qu'on peut faire pour pouvoir les toucher. Expliquer, par exemple, certaines choses, agir dans le social. Il y a différentes formes possibles. Mais je pense que ces débats, déjà, nous former entre nous, après, une fois qu'on s'est formé entre nous, ne veut pas dire qu'on ne va pas toucher la base. Il y a plusieurs autres échelles d'organisation. Moi, j'ai réfléchi sur beaucoup de projets avec d'autres, je ne suis pas seul, mais qui vont toucher directement les populations. Et par des conférences, par différents moyens. Ça sera en poulard, ça sera, voilà, en tout cas sur un sujet. Après, je ne peux pas tout faire en même temps, mais en tout cas, ça veut dire que j'ai la préoccupation que la base soit touchée. En s'appuyant sur des organisations de jeunesse, etc. Voilà, pour que ça puisse cette pensée. Et d'ailleurs, on est parti de la sortie d'un ouvrage. Et de la sortie de cet ouvrage, on a développé d'autres logiques. C'est pas mon nouveau livre, hein, mais c'est quelqu'un qui a écrit un texte qui, je pense, est très important pour les populations concernées. Là, on est en train de réfléchir comment faire les choses pour que ça atteigne les villageois eux-mêmes. C'est pas deux choses qui s'excluent. C'est juste savoir qu'à chaque échelle, il y a des formes d'action qui peuvent être différentes ou des formes de discours qui peuvent être différentes. Mais je crois que déjà, former, élargir, et plus on est nombreux, plus on peut agir. D'accord. Donc, si je comprends bien, il faut qu'il y ait des actions complémentaires à la pensée. Voilà, absolument. C'est une chaîne, en fait. C'est des échelles. Par exemple, là, on discutait hier, j'avais un truc, c'est de former des gens pour former au niveau des villages. Tout à fait. Et quand tu es formé au niveau, si on forme des professeurs qui travaillent au village, un spécialiste les forme, ils transmettent aux enfants, ils transmettent aux villageois. Absolument. Absolument. Suleiman? Oui, on voit que M. Ndiaye n'est pas seulement un écrivain africain, mais un auteur monde. Donc, nous nous félicitons de cette invitation, vu la richesse du débat. Bon, vous avez parlé d'Albert Camus, qui n'est pas un auteur africain. Bah, c'est un Africain, c'est un Algérien quelque part. Oui, il est algérien, mais sa pensée, c'est bien de dire qu'il n'est pas africain, parce que j'ai un peu lu son livre, son œuvre, mais Albert Camus est un auteur du mouvement absurde. C'est-à-dire que les gens de l'absurde, c'est ceux qui pensent que le monde n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est pas ça que ça veut dire l'absurde. L'absurde, c'est pas que le monde n'a pas de sens. L'absurde est un déchirement, est une situation. Ça veut dire, je suis jeté au monde où mon esprit appelle à la compréhension et je n'arrive pas à comprendre. C'est pas la même chose. D'accord. Bon, ça voilà. C'est. Il faut lire le décisif, il faut lire la peste, Caligula. Au contraire, Camus nous exhorte à la solidarité, comme seul remède que nous avons face à cette situation. D'accord. Oui, effectivement. Et il a dit dans son roman, dans l'incipit du roman L'étranger, il disait maman, aujourd'hui maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Ensuite, il dit cela n'a pas d'importance. Donc, pour un jeune Africain qui lit Albert Camus, qu'est-ce qu'il pensera de cela? Non, mais je pense que faire l'absurde, en fait, tu as deux choix. Soit tu te suicides, soit tu acceptes de vivre. Et donc, à partir du moment où tu acceptes de vivre, il faut avancer.
Et si on n'accepte pas de vivre, le monde n'a pas de sens. Donc, Non, non. L'absurde, il est là. La mort de sa maman qui ne peut pas expliquer, qui ne peut pas comprendre. Il est là. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter à ça? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais moi, malgré la conscience de cette chose, j'ai une alternative. Soit je dis que je ne peux rien faire, que le monde ne vaut rien, je me suicide, je m'en vais. Ou je me dis, malgré cette situation, j'ai l'action. D'accord? Face à l'absurde, j'ai cette possibilité d'action. D'accord. Vous avez parlé d'action. Et moi, personnellement, j'ai mon auteur qui s'appelle Antonio Gramsci. Et Gramsci, bon, ça me rappelle mes études de communistes, là. Ça me rappelle les études communistes. Vous avez parlé de la mort de sa maman avant de retourner dans notre sphère africaine. Il dit, parce qu'aujourd'hui, la littérature, c'est, selon Yahya Bellaskri, le lieu des questionnements de l'inquiétude. Donc, il faut, comme dit l'âme Mohamed qui est là, il faut politiser ses inquiétudes. Donc, être littéraire, c'est être engagé. Souvent, pas nécessairement, mais on peut être écrivain engagé. Pour vous qui êtes un auteur engagé, il faut alors politiser ses inquiétudes et faire découvrir au monde la voie, être la voie des on est entièrement d'accord, mais politique, je répète, politique, c'est pas politicien. Politique, c'est-à-dire participer à la vie de la société, absolument. D'accord. En ce sens, je voulais citer Gramsci qui disait que vivre signifie être partisan. Donc, M. Ndiaye, en tant qu'auteur engagé, qu'est-ce que vous pourrez dire à la jeunesse africaine, à la jeunesse le destin du continent leur appartient et que tout est possible. L'Afrique est un pays jeune et qu'ils feront de l'Afrique ce qu'ils ont envie de faire. La jeunesse fera de l'Afrique, le destin de l'Afrique entre leurs mains et il n'y a personne d'autre qui fera les choses à leur place. Donc, et que tout est possible en Afrique, et l'Afrique peut se réveiller tout d'un coup parce qu'il y a une jeunesse qui a pris conscience qu'elle avait ce pouvoir-là. D'accord. Monsieur Liagne a bien explicité. J'espère que les téléspectateurs ont saisi la portée de votre message. À côté, aujourd'hui, on dit aux jeunes Africains de ne pas s'engager, mais indirectement, on leur dit de développer... Qui leur dit ça? Qui leur dit? Bon, comme dans les livres de George Orwell qui dit « Big Brother is watching you », le grand frère est en train de regarder. Le grand frère dit aux jeunes Africains de ne pas s'engager en quelque sorte, mais de développer des structures l'entrepreneuriat, par exemple. Non, mais c'est aussi une forme d'engagement. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, est-ce que ce n'est pas pour leurrer les jeunes Africains à ne pas se conscientiser et à prendre leur destin en main? C'est pas incompatible. Je préfère créer les moyens de mon indépendance. Je pense que ça me facilite encore l'engagement. L'entrepreneuriat, si j'aide les gens à vivre, à être autonomes, eh ben, ils dépendront moins des pouvoirs. Ça peut être aussi une forme d'engagement. Après, si toi, tu investis seulement pour ton ventre en exploitant les autres, ça c'est autre chose. C'est quel type d'entrepreneuriat? Si tu entreprends, que tu emploies des gens et ces gens, tu leur permets d'être libres, de ne pas aller manger un sac de riz lors des élections ou 1000 francs ou 200 francs, alors tu as participé à l'émancipation de ton peuple. Tout dépend de la forme d'entrepreneuriat. Mais dire aux gens que vous ne devez pas vous engager, c'est une bêtise fondamentale. Et regardez pourquoi la France se maintient. C'est parce qu'il y a des gens tous les jours qui défendent les valeurs démocratiques. Mais ils sont entrepreneurs, hein. Ils sont ceci, ils sont cela. Les gens qui sont sortis dans la rue, là, vous avez vu là, dans les derniers événements, il y a du tout. Mais ça ne les empêche pas de défendre des valeurs collectives qui font que la société peut continuer à tenir debout. Ce n'est pas deux choses incompatibles, mais c'est une bêtise. Vous avez parlé de valeurs. Certains pays se sont construits sur des valeurs, vous avez bien dit. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, le continent africain a assez de valeurs pour permettre aux gens de s'engager et de ne pas... Non, je pense que tous les pays africains n'ont pas le même niveau de développement, d'engagement par rapport à un certain nombre de valeurs. Vous avez des pays où il y a une jeunesse qui est très conscientisée, Burkina Faso, Sénégal plus ou moins. Ce n'est pas nécessairement le cas comme dans d'autres pays. Après, ce n'est pas le même niveau d'engagement et de valeur suivant les pays.
Mais il y a des jeunes Africains qui défendent des valeurs, qui se battent, qui défendent pour l'émancipation de leur peuple, pour que leur société avance. Ils existent. Il y a des mouvements, il y en a marre, comment ça s'appelle, Balai citoyen et autres. Il existe. Il y a une jeunesse africaine qui se bat aujourd'hui, qui est là. Cela dit, entreprendre est un moyen aujourd'hui pour vivre. C'est ce que vous voulez dire. Je sais pas, non, je ne dis pas ça, parce qu'on a besoin de manger, on a à boire, c'est plus que vivre. Entreprendre peut être aussi un moyen de lutter pour faire avancer l'Afrique. Pour faire avancer l'Afrique. Ouais. Tout dépend de quel entrepreneuriat. Aujourd'hui, sur le terrain de la pensée en Afrique, est-ce qu'il y a des éléments solides? Est-ce qu'il y a des garde-fous comme Cheikh Anta Diop pour dire halt, comme Mongo Betty pour écrire, pour dénoncer, pour pointer du doigt? Je pense qu'il y a des gens qui se battent. Je vous ai parlé tout à l'heure comme des gens comme Thierno Nembo. Lisez Thierno Nembo, c'est un homme très brillant, très intelligent. Il y en a, mais après, je pense que on ne peut pas. Les Cheikh Anta, c'était une époque. C'était une époque où on luttait contre un ennemi extérieur. Donc, le peuple était mobilisé derrière. Tout dépend de cette rencontre entre des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui se battent d'ailleurs depuis des années, et la rencontre avec leur peuple. C'est comme ça qu'il y a les changements. Et dans certains pays, il y a eu des rencontres entre les gens qui ont pensé et avec leur peuple. Et ça a déclenché certaines révolutions. Certaines ont plus ou moins échoué, d'autres quand même ont permis de changer un certain nombre de choses. Voilà, c'est cette dialectique permanente dont on ne maîtrise pas, dont on ne sait pas pourquoi ça marche des fois ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens attendent. Voilà, mais c'est comme ça. Mais je pense que quand on fait ce travail d'engagement, on dit, moi, j'ai fait ma part. C'est comme le colibri. Vous connaissez l'histoire du colibri? Un jour, il y a le feu dans la forêt, et un colibri qui va là, qui prend de l'eau avec son petit bec là, et puis qui verse tout le monde, les autres animaux, ils se moquent de lui. Il dit, mais moi, j'ai fait ma part. Les autres sont là, ils ont dit, mais tu vas jamais éteindre ce feu. Non, je pense déjà, c'est de se dire, moi, c'est ça que je pense, c'est comme ça que je pense pouvoir faire ma part. Après, des fois, on rencontre le peuple et des révolutions peuvent déclencher des grands changements. Des fois, c'est non. Mais il faut d'abord dire, moi, je fais ma part. C'est comme ça que je pense, ma façon d'être au monde, et c'est comme ça que je participe. Si ça arrive à donner grand, c'est tant mieux. Et des fois, malheureusement, ça ne marche pas. Mais j'ai fait ma part, j'ai ma conscience tranquille. Avant de passer la parole à mon collègue Lam, je vais continuer la phrase que je disais. Vivre signifie être partisan. Donc, M. Ndiaye l'a expliqué à sa manière, à travers sa vision. Il ne peut exister que des étrangers à la cité. Aujourd'hui, bon, je continue la phrase de Gramsci. Aujourd'hui, est-ce que les Africains aiment vraiment l'Afrique? Est-ce que les auteurs africains... Je pense qu'il y a des Africains qui aiment l'Afrique, ça c'est sûr. J'en connais beaucoup. Mais après, est-ce que c'est eux qui ont le pouvoir, qui ont les moyens d'agir? Mais je connais des gens qui se battent, même ici. Et bien qu'étant ici, ils se battent nuit et jour pour faire des choses en Afrique. Des professeurs d'université, des... Quand je parle de l'Afrique, ce n'est pas au sens aimer son continent ou autre, c'est par rapport aux écritures. Aujourd'hui, on a l'impression que les auteurs africains écrivent pour le monde extérieur plus que pour les Africains. Non, mais c'est ça qu'il disait tout à l'heure. C'est parce que vous connaissez certains auteurs qui sont médiatisés, mais il y a beaucoup d'autres. Si je vous dis, est-ce que vous connaissez Paul Dakéou? Est-ce que vous connaissez Paul Dakéou? Non. Ben voilà. Mais voilà, et pourtant, c'est peut-être un des plus grands poètes africains. Mais je ne dis même pas Paul Dakéou. Est-ce que vous ne parlez pas d'une minorité d'écrivains? Non, mais attendez, mais je connais le Daniel Biaoula. À Paris, je rencontre beaucoup d'écrivains qui ne sont pas des Mauritaniens, des gens comme Aminata Sofal. Il y en a plein, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui sont médiatisés. C'est pourquoi je vous dis que même pour la reconnaissance de nos écrivains, il faut que les autres reconnaissent les nôtres avant qu'on les reconnaisse. Peut-être qu'ils ne connaîtraient pas Ali Farka Touré si on ne l'avait pas reconnu à l'étranger. Pourtant, c'est un musicien énorme. Moi, je le connais depuis que je suis gamin. C'est comme John Looker pour moi, c'est comme Jimi Hendrix pour moi. Parce que j'ai ma curiosité intellectuelle qui fait que je fouille un peu partout. Mais il y a encore des auteurs africains qui écrivent des choses, qui dénoncent, que tu ne connais pas.
La preuve, je te donne Paul Daquio, pour moi, c'est une référence en matière de poésie africaine, de dénonciation, de Soweto soleil fusillé, des textes puissants, mais tu ne le connais pas. Est-ce qu'ils sont médiatisés dans leur pays? Non. Non, mais justement, c'est ça le problème. Je vous ai dit que nous, on a eu la chance parce que c'était une époque. Et d'ailleurs, je dirais peut-être même la médiatisation, c'est grâce à l'Occident qu'on a pu avoir accès aux auteurs africains. Une chance que vous, peut-être, vous n'avez pas eu. Parce que moi, c'est l'école qui m'a fait connaître ces auteurs. C'est pas ailleurs, c'est l'école. D'accord, je passe la parole à l'âme, Mohamed. Donc, merci beaucoup. Je vais faire remonter une question qui a été posée. Cette question concerne l'immigration. Donc, vous, en tant qu'écrivain, quels sont les conseils que vous donnerez à la jeunesse africaine qui traverse la Méditerranée? Qu'est-ce que vous voulez? Moi-même, je suis parti. Quand j'ai fini mes études, je suis rentré. J'aurais rêvé de développer mon pays. À un moment donné, j'étais bon, vous savez dans quelles circonstances j'ai quitté. Est-ce que je peux dire à la jeunesse de ne pas partir? Je ne peux pas le dire parce que c'est pas objectif. Mais j'ai dit que il faut toujours penser qu'on peut faire quelque chose pour l'Afrique, quel que soit là où on est. Il ne faut pas oublier qu'on a un devoir par rapport à ceux qui nous ont aidés à grandir, à vivre et puis faire ce qu'on peut. Voilà. Après, dire aux jeunes Africains, vous ne quittez pas l'Afrique, personne. Moi, j'ai jamais pensé. Je pensais que je servirais mon pays, je serais resté, mais les circonstances ont été là, je suis parti. Mais, par contre, ce que je veux leur dire, personnellement, je ne suis pas venu en Europe, surtout en France, pour l'argent. Je suis venu ici parce que je pensais qu'en venant ici, je pouvais mieux comprendre la vie. C'est pourquoi j'ai choisi, parce que avant, je n'étais pas dans ce pays, mais comme je suis de culture francophone, je suis venu ici. Parce que je pensais qu'en venant ici, je pouvais beaucoup lire, C'est pourquoi je suis venu ici, ce n'est pas une histoire d'argent. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent, que ces jeunes pensent que ici, l'argent. Je pense que l'erreur, on pense ici que l'argent se ramasse. Ça, je peux leur dire ça. Ne rêvez pas qu'ici, on ramasse l'argent. Les gens triment ici, ils galèrent. Et peut-être que des fois, l'argent qui sert à traverser l'océan peut être investi en Afrique et servir. Je pense que j'ai vu la dernière fois quelqu'un qui m'a dit qu'il pour son voyage 7 000 €. Mais j'ai dit, mais attends, tu as 7 000 €, tu prends un avion pour venir ici. 7 000 € en Afrique. Attends, tu peux développer avec 7 000 € plein de choses en Afrique et vivre bien là-bas. Voilà. Donc là, il nous reste 10 petites minutes parce qu'on doit vous libérer à 18 h. Donc là, il y a un commentaire. La littérature africaine, comme la recherche sur le continent africain, sont indispensables pour raconter l'Afrique avec notre regard et notre vraie histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Absolument, mais absolument. Moi, je me suis toujours battu. Même j'ai aidé d'autres gens, des Africains à publier. Même j'ai aidé une antillaise parce que je pense que c'est fondamental de laisser des traces écrites. Peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui aura plus de valeur d'ici quelques années parce qu'il y aura une prise de conscience collective, parce que les mentalités auront évolué. Et voilà. Des fois, ce sont des ouvrages qui ont été écrits des siècles avant, qui ont influencé le destin de l'humanité. Donc, c'est important pour moi que les Africains écrivent et qu'ils parlent de leur situation, qu'ils parlent de leur histoire. Voilà, c'est très important. Même si aujourd'hui, ce n'est pas compris, peut-être que demain, ces textes peuvent servir aux générations à venir. C'est très important d'écrire. On a aujourd'hui, moi personnellement, en tant que je me considère comme un jeune Africain, un jeune qui écrit, qui produit, je suis beaucoup influencé par des auteurs non seulement anciens, mais des auteurs récents, donc des auteurs qui sont là encore vivants et qui interagissent avec nos sociétés, tels que vous, Souleymane Bachir Diagne, Felwine Sarr, Achille Mbembe. Et en fait, j'essaye de rassembler les écrits, tout ce qu'ils font, les pensées qu'ils véhiculent, les appliquer sur mon champ de réflexion qui est la Mauritanie, par exemple. Et des fois, on a tendance à avoir une difficulté de trouver une adéquation entre les discours tenus, par exemple, par un intellectuel guinéen sur le cas de la Mauritanie. Il peut y avoir une difficulté dans le sens où, par exemple, en Mauritanie, on a la particularité d'avoir
en pays divisé entre le Maghreb et le monde noir. Et quand on a une pensée africaniste, donc une pensée, on va dire, noire, en tant qu'Africain noir, on a du mal à l'appliquer sur le cas mauritanien. Est-ce que vous avez, si vous avez compris là où je veux en venir. Je comprends. Mais sauf qu'en Guinée, il y a un problème ethnique aussi, il ne faut pas l'oublier. Les Peuls sont marginalisés en Guinée. C'est un problème crucial en Guinée. Même s'ils ont tous les mêmes couleurs, ils sont noirs, parce que le racisme, il peut être aussi entre noirs. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda. C'est tous des noirs, mais un racisme. Bon, nous, c'est la différence de couleur est un élément, mais il ne faut pas nécessairement la différence de couleur pour qu'il y ait une discrimination. La Guinée, il y a un problème ethnique très aigu qui se pose là-bas. Et les Peuls ont été, depuis des années, ils ont été réprimés, ils ont beaucoup souffert, etc. Heureusement qu'ils sont très courageux. Les Peuls de Guinée, c'est un peuple très travailleur, qui est prêt à aller à l'étranger, qui est très bosseur. Donc, au moins, ils se défendent d'un point de vue économique. La Mauritanie, on a un exemple, le Soudan. Le Soudan, les Noirs ont été discriminés par les Arabes. Mais regardez aujourd'hui ce qui est devenu le Soudan. Tout d'un coup, c'est pourquoi je vous dis que l'histoire est imprévisible. Est-ce qu'on aurait imaginé tout d'un coup cette révolution qui s'est passée au Soudan, où le peuple sort au nom de valeurs, plus en termes de Janjaweed ou je ne sais pas quoi, là, le peuple sort autour de valeurs, pour défendre des valeurs. Ça peut arriver. L'histoire est imprévisible, je ne sais pas. Mais j'ai dit que toi, moi, ce que nous pouvons faire, c'est de travailler pour qu'il y ait des changements. Après, on peut arriver à quelque chose, on peut ne pas arriver. Mais moi, c'est tout ce que je peux faire. Je peux écrire, je peux penser, je peux dire, voilà, je peux discuter avec des gens. Ça peut donner, moi j'ai discuté avec beaucoup de gens en dehors du public, hein, qui soient morts, ou voilà, qui sont très consciencieux de ce qui se passe. Peut-être que ça peut donner un jour des résultats. Mais j'ai fait mon boulot, j'ai fait ce que je peux faire. Après, je ne sais pas demain. Mais j'ai fait, moi, ce que je peux faire. Effectivement, il ne faut pas tout attendre de l'État, il faut voir ce que nous-mêmes on peut faire à notre pays et ne pas tout attendre que ce soit totalement ascendant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre Café Perspective. On voulait, comme je vous l'ai dit au début, vous inviter physiquement parce qu'on a beaucoup de thématiques qu'on veut purger avant mi-2021. Donc, s'il y a le déconfinement, on aurait de vous accueillir à Bordeaux voilà, pour Non, discuter davantage sur ces thématiques. Comme j'ai toujours dit, on se connaît. Je dis que ce qui est important, c'est pour moi qu'il y ait une relève africaine, des gens qui… voilà, c'est ça qui est important. Il ne faut pas fixer l'histoire à soi. L'histoire, c'est moi-même, je suis héritier d'eux. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait la relève. Je suis très content de pouvoir parler avec des jeunes qui prennent la relève, qui font le travail. Très bien. Suleiman, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Oui, c'est très intéressant que M. Ndiaye parle de relève générationnelle. Je pense que c'est ce dont on a le plus besoin dans le combat, dans l'engagement, dans la littérature d'expression africaine, d'expression française. Je ne dirais pas un dernier mot, mais je dirais une question ouverte. Quel avenir pour la littérature africaine ou francophone? Africaine d'expression française ou francophone? Je pense que dans beaucoup de pays, la langue française est ancrée. Donc, ce qui veut dire qu'elle a encore un avenir, la littérature africaine a encore un avenir devant elle. Après, je pense que un travail peut être fait en Afrique pour la mettre encore plus en valeur, mais je pense qu'elle a encore un avenir devant elle. Ça, c'est certain, parce que le français est devenu quasiment la langue maternelle dans certains pays africains. Donc, il y aura toujours une littérature africaine francophone. Après, je pense qu'au niveau institutionnel, que ce soit à travers la coopération ou nos pays, au niveau de nos pays, on peut faire plus pour que cette littérature soit mieux connue. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Allez, bonne soirée. Et puis, merci, bonne soirée. Je vous souhaite toujours bon courage dans vos actions et dans votre travail. Vive la jeunesse. Merci infiniment. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.